Je m'appelle Armand Rioux de l'Argentais, je suis de la promotion Paris 69 et je suis membre du comité de pilotage des Mardis du Quai Voltaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à vous tous camarades et amis non camarades ici et aussi à distance puisque nous sommes en duplex avec Grignon, avec Rennes et avec Montpellier. Et bienvenue, bien entendu, à nos distingués invités. Les mardis du Quai Voltaire sont l'occasion pour AgroParisTech Alumni d'organiser des débats qui se veulent ouverts et conviviaux sur des questions d'actualité et, si possible, stratégiques pour l'école. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que AgroParisTech Alumni a besoin de tout votre soutien, de tout votre engagement, de toutes vos contributions financières aussi. Et que ces débats et autres initiatives d'AgroParisTech Alumni ont besoin de cela. Et ce n'est peut-être pas le plus mauvais moment pour rappeler que ces débats libres et conviviaux nécessitent votre engagement, y compris financier. Les thèmes des mardis du Quai Voltaire sont programmés. Celui que nous avons ce soir a été programmé l'an dernier, à la fin de l'an dernier, au moment de l'élaboration de la réforme de la PAC et du plan stratégique national. Il a été rattrapé par l'actualité, comme vous le savez, et comme nos intervenants ne vont pas manquer de nous le montrer. Enfin, j'aimerais dire que les Mardis du Quai Voltaire constituent un instrument d'AgroParisTech Alumni pour renforcer les liens intergénérationnels de notre association. Et donc, aujourd'hui, avec le thème de l'environnement, quel thème peut mieux que celui-là évoquer l'avenir? Et donc, ce mardi du Quai Voltaire est particulièrement dédié à vous, la jeune génération, qui est bien représentée ici, et je tenais à le souligner. Dernier point, peut-être les règles du jeu. Je vous encourage à couper vos téléphones portables. Et quand vous poserez des questions, s'il vous plaît, de poser de vraies questions, pas faire des déclarations, qu'elles soient courtes et qu'elles incitent à des réponses. Et là-dessus, je me tourne vers Pascal Verdeau, notre animateur, pour lui laisser présenter nos intervenants et lancer le débat. Merci Pascal et encore merci à tous nos intervenants. Merci Armand, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. L'actualité, vous l'avez dit, c'est le retour du tragique en Europe. La guerre en Europe, pas aux portes de l'Europe, la guerre en Europe. La guerre de Vladimir Poutine qui provoque déjà, on le sait, une flambée des prix, de l'énergie, des matières premières agricoles. Il faut savoir que l'Ukraine et la Russie représentent sur le blé environ un tiers du commerce mondial et à peu près autant sur l'orge. Et des pays comme l'Égypte, le Yémen, l'Afghanistan vont être frappés de plein fouet car ils sont extrêmement dépendants donc de leurs importations de blé. La directrice du FMI, Madame Georgieva, disait récemment que la guerre en Ukraine signifiait la fin dans le monde et surtout en Afrique. Le FMI qui affirme également que la sécurité alimentaire mondiale est en danger. Alors dans ce contexte, l'Union européenne redécouvre un vieux concept qui est aussi une vieille idée française, qui est celui de la souveraineté agricole et alimentaire. L'Europe, vous le savez, qui est engagée dans les travaux d'Hercule, ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen, donc neutralité carbone à l'horizon 2050 et la marche intermédiaire qui va être très dure, y compris pour la France et y compris pour le nucléaire, 2030, moins 55% de réduction des gaz à effet de serre. Alors sans vous assommer de chiffres, aujourd'hui, l'agriculture en Europe contribue à 10% des émissions de gaz à effet de serre. Pour la France, c'est même 19%. La nouvelle PAC, donc, on le sait, se fixe des nouvelles obligations, les bonnes conditions agro-environnementales,
mais aussi une stratégie ambitieuse qui est questionnée en ce moment par la guerre en Ukraine. Cette stratégie, vous la connaissez, la stratégie de la ferme à la fourchette, est-elle encore aujourd'hui en résonance avec le pacte vert, avec le pacte climatique européen? Ce sera tout l'objet de notre débat ce soir. Quelle cohérence! Et je vous présente tout de suite nos invités, deux invités ici à Paris avec nous, Madame Aurélie Trouvé, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Agro, vous êtes économiste, ingénieur, vous avez été une figure des mouvements sociaux comme Attac, et puis on va le dire aussi en passant, vous êtes aussi une femme politique puisque vous présidez le Parlement de l'Union populaire. À vos côtés, Jérémy Jalin, éleveur laitier dans le Vercors, et vous avez également des fonctions syndicales puisque vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs de la région Rhône-Alpes. Bonsoir, monsieur. Et alors, en duplex depuis Bruxelles, par Zoom, nous accueillons également monsieur Wolfgang Burtscher. Vous êtes directeur général de la prestigieuse DG de l'agriculture et du développement rural. Je précise que vous avez également des attaches familiales dans le milieu agricole, dans les montagnes du Vorarlberg. Grüß Gott, monsieur Burtscher. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Je commence tout de suite par monsieur Jérémy Jalin. Est-ce qu'on va être tout de suite dans le cœur du sujet avec lui? Vous allez nous présenter peut-être votre exploitation agricole. On sait que vous êtes éleveur, vous êtes en bio, comme on dit maintenant, mais surtout, sur l'exploitation, vous êtes quasiment en autonomie alimentaire. Alors, je vais vous expliquer effectivement mon exploitation. Donc aujourd'hui, voilà, je produis à peu près 180 000 litres de lait donc en agriculture biologique, avec environ un peu plus de 30 vaches laitières, donc sur 65 hectares. Donc j'ai un système pâturant, hein, c'est-à-dire qu'on l'hiver, les bêtes sont effectivement à l'intérieur parce que c'est la montagne, hein, 1100 mètres d'altitude, hein, donc à côté de Grenoble. Donc elles mangent le fourrage qu'on récolte l'été. Et l'été, donc un système, on va dire, pâturage tournant dynamique qui a comme principe en fait, d'avoir des paddocks, des parcelles où on a des parcelles de nuit, des parcelles de jour, pour gagner en fait en matière sèche hectare, en productivité, etc. Donc ça, c'est un système qui marche. Ensuite, je produis un peu des céréales pour essayer d'être à peu près à 70% d'autonomie sur l'exploitation. À côté de ça, je fais quelques métailles fourragées aussi de céréales immatures pour ramener du stock un peu aussi pour les jeunes, les élèves, on va dire, les génisses laitières. Derrière, donc après aussi, ces mêmes génisses vont monter en alpage l'été, donc à peu près une quinzaine. Et après, sur les approvisionnements que je peux avoir à côté, donc j'essaye de, voilà, on va dire à 90% de faire mes fourrages pour mon troupeau. Et j'achète quand même un petit peu, très peu, mais une dizaine de tonnes de luzerne pour essayer de ramener de la protéine. Donc ça, c'est des choses que j'achète chaque année avec un collègue dans la Drôme. Donc même les années où on n'en a pas besoin, on en achète quand même pour être sûr d'en avoir les années où c'est plus compliqué. Pour les tourteaux de soja, de colza, pardon, vous faites comment? Alors moi, j'achète plus de soja du coup maintenant. Avant, j'achetais du local aussi, mais c'était plutôt fait par la coopérative Oxiane qui est à Vienne. Dans le Nord-Isère, et maintenant aujourd'hui donc je travaille en direct avec un producteur, donc c'est une belle opportunité, je veux bien le garder, donc j'achète du colza, de la caméline, donc c'est du lin bleu, et du tournesol, donc à des prix défiant toute concurrence, hein, faut être très clair. Donc lui, c'est un coproduit pour lui parce qu'il vend de l'huile dans des magasins bio, donc il est très content aussi d'avoir qu'un seul finalement acheteur, donc ça lui facilite aussi les choses. Donc ça c'est la deuxième année que je travaille avec lui. Et il me fait aussi un peu quelques big bags avec des mélanges de protéagineux, des choses comme ça, qui ramènent un peu de protéines dans la ration aussi. Pas d'engrais, bien sûr, puisque... Non, que du fumier. Du fumier, ouais. Du lisier, donc vous pas de lisier, des engrais minéraux qui nous viennent... Non. Il y a quelques années, je mettais du carbonate, des choses comme ça, mais jamais, depuis 2 ans, je mets que du fumier, ouais, effectivement.
D'accord, merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Burtscher. Je pense que c'est un témoignage qui doit effectivement vous intéresser. Je voudrais à présent que l'on parle de la stratégie de la ferme à la fourchette. On connaît les grands objectifs chiffrés, moins de pesticides, moins d'engrais. On sait aussi que cette stratégie se décline en plans stratégiques nationaux, et c'est très important. Monsieur Burtscher, vous êtes dans un pays où le bio fait déjà, je crois, à peu près 25%, non, touche 25% des exploitations. Oui, effectivement, en Autriche, 25% de la surface, pas des exploitations, mais de la surface agricole est gérée en conformité avec les règles de l'agriculture organique. Et le modèle que M. Jala a présenté est effectivement un modèle qui est très favorable à tout ce qui concerne les éléments clés pour le verdissement. Et c'est pour cette raison l'Union européenne a considéré que, et sur le plan européen, le chiffre pour les surfaces agricoles gérées en conformité avec les dispositions du règlement organique, c'est autour de 8%. Et l'objectif du pacte vert est d'augmenter ce chiffre à 30%, à 25% de surface agricole en 2030. Ça, c'est effectivement l'objectif de la stratégie pacte vert, parce qu'on considère l'agriculture organique une façon de faire l'agriculture qui protège le plus possible l'environnement, le climat, la biodiversité. Alors, pour être plus précis sur la stratégie de la ferme à la fourchette, il s'agit là quand même, je dirais, d'objectifs politiques, d'objectifs sociétaux qui interrogent notre société. Est-ce que ces objectifs sont définis dans des textes juridiques sur le plan européen? Tout au long de la discussion sur la réforme de la politique agricole, la question de la relation entre la PAC réformée et les objectifs du pacte vert et de ses stratégies ferme à table et biodiversité se sont posées. Si vous jetez un œil sur le texte juridique de la politique agricole réformée, il parle de 9 objectifs spécifiques que les agriculteurs et les États membres, à travers le plan stratégique, doivent parvenir à atteindre. Et effectivement, ces objectifs ne sont pas chiffrés, comme c'est le cas dans les communications sur la Farm to Fork et sur la biodiversité. C'est-à-dire, dans le contexte de la réforme agricole, l'objectif est de contribuer aux objectifs de pacte vert et de ses stratégies. Aussi parce qu'on est conscient que ce n'est pas seulement les agriculteurs qui ont un défi de contribuer à ces objectifs, mais comme dit la Farm to Fork stratégie, c'est aussi les processing, les grands commerçants, ceux qui travaillent, préparent la nourriture, mais aussi les consommateurs qui sont concernés par ces stratégies, et tout le monde doit contribuer, évidemment, également les agriculteurs. Bien, merci pour cette première intervention, Monsieur Burtscher. Je me tourne à présent vers Madame Aurélie Trouvé. Monsieur Burtscher a évoqué les plans stratégiques nationaux. On va
peut-être parler plus directement du PSN français. Vous diriez qu'il manque d'ambition sur le plan de l'environnement et quelles sont les critiques que vous faites à ce plan? D'abord, je voulais dire un petit mot parce que je reconnais beaucoup d'étudiants dans la salle, donc je suis ravie que les étudiants viennent, que des étudiants viennent, voilà, assister à ce type de débat. Je trouve ça très important pour leur formation. Voilà, ceci est dit. Et donc, merci d'organiser ces débats et d'inviter les étudiants à ceci. Voilà. Donc, je voulais revenir sur cette question-là. D'abord, il me semble que pour parler du PSN, il faut justement parler d'abord du cadre européen, parce que le problème, il a été dit là, c'est que pour moi, il y a effectivement un pacte vert européen avec un volet agricole qui est, à mon avis, relativement ambitieux, mais nécessaire, avec un certain nombre d'objectifs voilà, au regard des enjeux écologiques qui doivent être atteints. Si on veut résoudre aussi et se projeter et résoudre les différentes crises écologiques. Le problème, il est que ces objectifs ne sont pas juridiquement contraignants pour les États membres dans le cadre des plans stratégiques nationaux. Et le problème, c'est que du coup, en l'état, la réforme ne répond pas, la réforme de la PAC risque fortement de ne pas répondre à ces objectifs du pacte vert européen, comme ça a d'ailleurs été, ça a été dit dans le générique, établi déjà depuis 2 ans par un rapport au Parlement européen de certains de mes collègues. Voilà. On peut peut-être noter quand même que toujours préoccupé de la sécurité alimentaire, non? Oui, mais elle s'est donné des objectifs aussi de respect de l'environnement. Et en l'occurrence, je considère que cette dernière réforme ne va pas dans ce sens qui avait été quand même si on peut juger ça insuffisant, mais qui avait été de répondre progressivement et de plus en plus aux objectifs environnementaux. Et en l'occurrence, là, on a un texte ambitieux porté par la Commission européenne. Et en l'occurrence, il est vrai, de mon point de vue, que à la fois le Parlement européen et la Commission européenne, dans le trilogue qui a lieu avec le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des ministres, ce Parlement et cette Commission européenne avaient des objectifs relativement ambitieux. Et en tout cas, qui répondaient à un certain nombre d'objectifs. Et le problème, il est que le Conseil des ministres a quand même obtenu gain de cause sur un grand nombre de sujets environnementaux, et plutôt avec un nivellement vers le bas. Et je dois dire que la position française a été plutôt de se battre pour ce nivellement vers le bas. En l'occurrence, ça se voit aujourd'hui dans le plan stratégique national qui profite finalement des marges de manœuvre laissées par le cadre européen qui est insuffisant, contraignant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un plan stratégique national, par exemple sur la part du second pilier qui en reste à une part du second pilier relativement réduite, à 18%, qui prévoit des éco-régimes qui remplacent grosso modo les paiements verts, mais des éco-régimes dont le ministère de l'Agriculture dit que ça doit être accessible à tous. Donc, évidemment, à partir du moment où on se donne cet objectif-là, on s'attend à ce qu'effectivement, il y ait peu de contraintes. Je rappelle quand même, par exemple, que voilà, il y a tout un panel possible d'options qui permettent d'atteindre l'éco-régime et qu'on met, par exemple, sur le même plan le bio et la HVE, ce qui est quand même pour les bio qui, en plus, perdent l'aide au maintien en bio un gros problème. Donc, je dois dire qu'aujourd'hui, de mon point de vue, on a un plan stratégique national qui n'est absolument pas au rendez-vous, d'autant plus, et je finis là-dessus, que le ministère de l'Agriculture a produit un diagnostic qui était très critique de la PAC qui est en train de se terminer. Donc on s'attendait quand même, non pas au statu quo, mais à une avancée. Et notamment sur le bio, on est sur des aides à la conversion, mais pas au maintien, notamment. Non, effectivement, c'est pas du tout ce qui a été décidé dans les orientations. Donc, ils ont augmenté cette enveloppe dédiée au bio, mais uniquement axée sur la conversion. Alors, du coup, ça pose quand même un réel problème parce qu'on a un certain nombre de filières qui sont pas structurées. Donc, en fait, on fait la cuisine sans les ingrédients, quoi. Donc, ça veut dire que, par exemple, le lait, en ce moment, ça va, le lait bio, il y a une surproduction à cause de certains acteurs qui n'ont pas joué filière et on va dire qui n'ont pas joué collectif avec tous les autres opérateurs. Et du coup, on met des agriculteurs dans l'impasse, en fait, des agriculteurs qui se sont convertis, qui venaient par conviction, aussi peut-être un peu par opportunisme pour certains, il faut le dire. C'est pas mon cas, parce que effectivement, après, je ne vais pas parler plus de moi, mais en montagne, on a des systèmes qui sont assez faciles on va dire assez extensifs, donc c'est assez simple de faire de l'agriculture biologique, mais quand on parle de la grande culture, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, avec cette aide à maintien, ça permettait finalement aux agriculteurs de se rémunérer en partie. Et aujourd'hui, on a notre problème, c'est sur les œufs bio aussi, où on a une surproduction aussi.
Et surtout, les agriculteurs en agriculture biologique sont à la recherche des consommateurs. Il faut le dire la vérité. Aujourd'hui, il y a de l'inflation. Donc effectivement, ils vont se tourner peut-être vers des produits locaux qui sont, et c'est très bien, en conventionnel, donc c'est très bien aussi, mais peut-être vers des produits moins chers en GMS, parce qu'on sait que c'est encore là que se fait la majorité des achats. Et le problème, c'est que, si vous voulez, il faudrait plutôt réfléchir à stimuler la demande que, en fait, à balancer, en fait, parce qu'on parle des 25% en bio. C'est-à-dire qu'on va faire une offre très grande, on va faire baisser les prix pour tout le monde, sans que les filières soient structurées. Donc ça pose quand même un vrai problème. En viande bovine, c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui, la plus-value sur le bio, elle est pas immense, par kilo de viande, quoi. Voilà. Donc donc c'est quand même assez complexe, quoi. On va peut-être demander à M. Bourtcher d'intervenir. M. Bourtcher, vous avez entendu les critiques de notre éleveur sur le bio. Stimuler la demande à la recherche des consommateurs. Si je peux vous demander peut-être, au-delà de la réponse que vous allez faire, comme vous êtes, on l'a dit, dans un pays, l'Autriche, où vous avez beaucoup d'avance, on le sait, en matière de produits de qualité, de produits bio, est-ce qu'en Autriche aussi, la demande du consommateur, la demande de la société suit effectivement cette évolution de l'agriculture biologique? Merci beaucoup pour cette question. Permettez-moi d'abord de faire une petite réponse à Madame Trouvé. Est-ce que les ambitions environnementales durables sont suffisantes? Et évidemment, c'est toujours le débat, est-ce que le verre est demi-plein ou demi-vide? Il faut quand même partir des objectifs de la politique agricole commune, qui sont d'ailleurs toujours valables aujourd'hui. C'est assurer une vie équitable pour les agriculteurs, garantir la sécurité des approvisionnements, d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Exigence auxquelles s'est ajouté, à juste titre, tout ce qui concerne le climat, l'environnement et la biodiversité. Alors, il est vrai que la réforme de la PAC formule les objectifs spécifiques. Mais c'est à la Commission, sur la base de l'article 106 de ce règlement, de juger si les États membres ont suffisamment, dans leur plan stratégique, contribué à ces objectifs spécifiques. Et rappelez-vous, on a bien regardé avec tous les États membres quel est le point de départ de leur pratique agricole sur la question de gaz aux effets de serre, la question des pesticides, des engrais. Et on va vérifier dans l'approbation de ce programme qu'ils avancent bien dans la direction, ils contribuent ainsi aux objectifs spécifiques du cadre juridique. C'est juridique à contribuer aux objectifs spécifiques. La Commission va l'approuver. Et en faisant ça, ils vont aussi contribuer aux objectifs, évidemment, qui sont tout d'abord une formulation politique, mais aussi ici, vous savez bien qu'il y a des actes juridiques qui sont dans la programmation de la Commission européenne pour mettre en œuvre certains de ces objectifs qui, pour l'instant, sont politiques. Mais ça, c'est dans le programme législatif de la Commission. Ainsi, je pense vraiment que l'effort que l'Union, ensemble, le Parlement et les États membres ont fait pour avancer sont considérables. Et je pense toujours que c'est quand même le résultat d'un processus démocratique. Peut-être il n'est pas suffisant, on peut être mieux, mais on n'a pas mieux sur le plan institutionnel que mettre les États membres et le Parlement ensemble de décider sur la base d'une proposition de la Commission. Et il ne faut pas sous-estimer le processus démocratique, je pense, surtout si on regarde ailleurs maintenant. Alors, effectivement, ce que dit M. Jallat, c'était un point qui était toujours soulevé dès que la Commission a soulevé l'objectif de 25%. Est-ce que les prix justifient une telle ambition? Et on a bien vu que, je crois, c'était l'année dernière, sur la question, sur le 2021, il y avait des chiffres de la France
que les revenus de l'agriculture organique étaient en baisse par rapport aux années avant. Et effectivement, c'est un souci parce que l'objectif est quand même que l'organique est le plus coûteux dans la façon de la production et ça devrait se refléter dans des prix plus élevés. Effectivement, une question qu'il faut bien avoir en vue, mais je répète, ce n'est pas une obligation de devenir agriculture organique. On doit créer les conditions et c'est pour ça qu'on a aussi fait un plan de promotion de l'organique à travers des marchés publics, à travers plusieurs instruments pour augmenter la consommation organique. Mais ça, c'est aussi un sujet, comme M. Jala a fait référence, où les grandes surfaces doivent aider pour promouvoir l'organique. Monsieur Burtscher, si on quitte ce domaine-là de l'agriculture organique, de l'agriculture biologique, est-ce que finalement, pour être toujours sur notre thème de la cohérence entre les soucis environnementaux, qui sont ceux du pacte vert, et puis effectivement la politique agricole commune, est-ce qu'on n'en demande pas trop aux producteurs? Sur un hectare, il faut à la fois nourrir les humains, nourrir les animaux, faire de la biodiversité, faire parfois du captage de carbone, de CO2, donc les prairies, etc. Et je poserai ensuite la question à M. Jala aussi. Vous-même, vu de Bruxelles, dans les retours que vous avez, est-ce qu'on n'en demande pas trop? Effectivement, l'exemple que vous avez utilisé, il m'est très familier, parce qu'effectivement, aussi dans le processus de prise de décision, il faut de temps en temps rappeler nos collègues dans des autres services. Et d'ailleurs, je pense que c'est un grand avantage du fonctionnement de la Commission européenne que les décisions sont préparées en collégialité entre tous les services. Ce n'est pas l'agriculture qui décide sur la politique agricole, c'est le service de l'agriculture ensemble avec l'environnement, le climat, tous les autres services qui sont concernés par la politique agricole qui désignent les politiques agricoles. Et je pense que c'est important parce que les conséquences de l'agriculture et la façon comme on veut avoir notre agriculture se développer, ce sont des questions sociétales qui vont au-delà de l'agriculture stricto sensu. Alors, je pense que la prise de décision est la bonne, mais effectivement, moi, je rappelle mes collègues, on a une crise du pétrole, une crise de gaz. Bon, il faut utiliser les terres agricoles pour faire du fuel. On a une crise de sécurité alimentaire, il faut l'utiliser pour faire de la nourriture. On a une crise en biodiversité parce qu'on n'a pas suffisamment, et à juste titre, des papillons et des abeilles, et il faut rendre la terre à la biodiversité. Alors, ce qui est vraiment nécessaire dans nos sociétés, et je pense que des moments aujourd'hui, ils nous mettent quand même à la réflexion, quelle est la meilleure façon d'utiliser les terres agricoles. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir que ce qui semble être une contradiction, l'économique et la CAP et l'environnement, ça peut se résilier. Et par exemple, l'organique, l'agriculture organique est un exemple. Et je pense une production agricole extensive n'est pas percée contre l'environnement. Alors je crois les défis que vous avez identifiés à juste titre, que les agriculteurs, bon, ils doivent contribuer à plusieurs objectifs politiques qui, de temps à autre, sont contradictoires, on ne peut pas les dire autrement. Et en plus, et là, je crois, ça c'est un autre élément qu'il faut tenir compte, qu'est-ce qui est le métier de l'agriculteur? Monsieur Jala, à mon avis, il doit faire beaucoup de choses, il doit connaître beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a l'habitude de s'attendre, de savoir d'un agriculteur.
En plus, maintenant, on demande beaucoup en termes de digitalisation, qui est considérée probablement à juste titre comme un moyen pour répondre aux défis environnementaux, climat et biodiversité. Mais de nouveau, ça nécessite des investissements et ça nécessite des connaissances au niveau des agriculteurs qu'on n'apprend pas d'un jour à l'autre. Alors, je suis d'accord avec vous que les agriculteurs, ils ont un cahier de charges assez chargé, effectivement. On va lui poser la question. Merci beaucoup. Jérémy Jalin, donc on vous demande de faire plus avec finalement moins de moyens. Vous faites aussi de la biodiversité. Vous devez être aussi, c'est l'expression d'ailleurs du ministre de l'Agriculture, il disait on a besoin aussi de transformer les agriculteurs en soldats de l'environnement. Voilà, toutes ces casquettes, vous les vivez comment? Jusqu'à maintenant, de toute façon, on a besoin, quand on est agriculteur, de toute façon, on a besoin de l'argent de la PAC, on ne peut pas faire sans, parce que c'est 80% en moyenne 80% de notre revenu. Mais du coup, moi, je me pose la question. Demain, on nous demande de faire plus avec un budget quand même qui baisse. Hein. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Alors après, quand effectivement on négocie avec les États membres, le Conseil, voilà, les ministres de l'Agriculture se réunissent et il y en a effectivement qui ne veulent pas mettre davantage. Donc c'est un problème. Et donc ça, c'est un premier problème, le budget qui baisse, à peu près 3% sur le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est différent parce qu'on l'abonde un peu avec du plan de relance, donc il est un peu en augmentation, donc tout ce qui est développement rural. Mais du coup, toujours aller faire plus d'environnement pour finalement, avec moins de budget. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que finalement, on va continuer à produire demain, quoi, dans ces conditions-là? Parce que la surnorme tue la norme, quoi. Faut, à un moment donné... Moi, je suis d'accord pour faire plus. De normes. Vous pensez à quel type de normes, là? Écoutez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de BCAE qui sont des bonnes conditions agro-environnementales qui sont en place, qui sont déjà assez contraignantes, et on nous en rajoute, parce qu'effectivement, Madame Trouvé l'a dit, on passe le bloc verdissement en super conditionnalité, donc on en rajoute quelques-unes. On ne peut pas labourer à certaines périodes pour l'érosion, donc ça peut se comprendre. Celle-là, elle est quand même très logique. On n'a pas le droit d'élaguer ou de couper des arbres après le 1er avril. Donc imaginez, moi, souvent, au 1er avril, des fois, la neige, elle est juste partie. Donc on va aller couper et on n'a pas le droit d'élaguer avant. C'est quand même, il y a des trucs qu'il faut que ça s'adapte au territoire aussi. Donc on a plein de choses comme ça qui nous rajoutent du travail et qui coûtent de l'argent, en fait, à mettre en place. Et quand on a on va dire, on est dans une zone défavorisée ou une zone de montagne, ça coûte très cher de faire de l'agriculture, donc on a des compensations pour ça avec l'ICHN. Mais aujourd'hui, on sait très bien que l'ICHN, il n'est pas à la hauteur des vrais coûts qui sont dans ces territoires-là, pour un certain nombre d'entre eux. Donc voilà, après, moi, quand je regarde finalement le Green Deal, là, je regarde ces différentes propositions. Donc le bio, on en a parlé, on ne va pas revenir dessus, parce qu'il ne faut pas opposer les agricultures, il y en a plein et qui sont tout à fait aussi vertueux les unes que les autres. Après, le bio, c'est quelque chose qui est différent. On nous parle de 50% des phytos en moins. Donc ça veut dire que les agriculteurs qui font de la grande culture, ils sont toujours aux cours mondiaux, ils vont devoir finalement faire le défi et l'impasse sur un certain nombre de produits et en mettre moins, donc avoir des maladies, donc ils pourront mettre moins de fongicides, ils pourront moins traiter, etc. Donc derrière, il y aura moins de rendement, hein. Donc ça, c'est les différentes études qui le disent, hein, moins 15% de la production en général. On ne va pas détailler par production, mais c'est à peu près ça, tout en étant en cours mondial. Donc l'agriculteur français ne sera plus compétitif demain. On sait que notre agriculture, elle est c'est quand même une agriculture premium en France. Voilà, tout le monde est d'accord pour le dire, dans sa grande majorité. Hein. On ne va pas faire des cas... voilà. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont produire moins, ils vont être en cours mondiaux, ils vont moins bien gagner leur vie. Et demain, on va faire importer ces denrées d'ailleurs pour finalement fournir ce qu'on ne peut pas produire chez nous. Aurélie Trouvé, donc trop de normes. On sait qu'on a une agriculture européenne qui est extrêmement normée, bien-être animal, etc.
budget en baisse. Pourtant, moi, j'avoue que comme journaliste européen, depuis 25 ans, dans toutes ce qu'on appelle à Bruxelles les perspectives budgétaires, j'ai vu tous les présidents de la République se battre comme des beaux diables. On est d'ailleurs connus comme pour ça à Bruxelles. Tout à fait. On dit, oh là là, la France, la politique agricole commune. Qu'est-ce que vous répondez là à ce que dit... Alors en plus, le budget PAC, encore, vous le regardez sans l'inflation, parce qu'en fait, si on compte l'inflation, le budget PAC, il est en diminution nette, hein, si on compte la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, et en particulier sur le second pilier. Hein, moins 9% estimé par les collègues, voilà, moins 10% sur la période à venir par rapport à la période précédente. Donc vous avez raison, il y a déjà là un problème. Et ensuite, je crois que ce que vous dites, au fond, c'est la question, c'est comment on fait pour à la fois relever les défis écologiques, et qu'il faut relever aujourd'hui, que ce soit sur la diminution des gaz à effet de serre, sur la biodiversité, sur la diminution des produits phytosanitaires, etc. On n'est absolument pas sur les trajectoires et les objectifs, les trajectoires pour respecter les objectifs fixés, voilà, notamment sur les produits phyto. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je crois que vous posez, à mon avis, un problème qui est celui d'un nouveau pacte entre les agriculteurs et l'État. C'est-à-dire que pour finalement enclencher cette transition agroécologique, il faut d'abord pouvoir faire en sorte que les agriculteurs aient des prix rémunérateurs. Parce que de la même façon que dans les années 60-70, on a fabriqué une PAC avec des prix régulateurs pour qu'ils puissent justement investir davantage et produire davantage dans peut-être une trajectoire qui était plus productiviste, mais qui répondait aux objectifs de l'époque. Aujourd'hui, on change de paradigme avec la transition agroécologique. Et moi, je reprends un peu les propos d'Edgar Pisani, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui a fait les lois de 60-62 et qui, 40 ans après, dit, et qui dit, 40 ans après, on devrait faire la même chose, mais en changeant de paradigme totalement, mais à nouveau en régulant les prix agricoles et en ayant des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Ça veut dire re-réguler les marchés, au contraire de ce qui a été réalisé. Donc un nouveau pacte, prix rémunérateur, et en échange, effectivement, un certain nombre de normes, mais j'ai envie de dire, ça doit surtout passer par l'incitation. Et moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait des contrats de transition agroécologique, c'est-à-dire qu'on s'appuie beaucoup plus sur le second pilier et un budget beaucoup plus effectif sur le second pilier, avec des contrats agroécologiques qui prennent à la fois en compte la dimension sociale et la dimension environnementale, et quelque part qu'on s'inspire, tout en faisant gaffe aux limites, mais qu'on s'inspire de ce qui avait été fait il y a 20 ans à travers les contrats territoriaux d'exploitation. Voilà, dans l'esprit... Bien, merci Aurélie. Je vous propose, avant de passer à la deuxième partie de notre débat, de savoir si ce pacte vert est finalement acceptable, de prendre un jeu de questions-réponses à la fois qui vont nous être transmises par la salle et avec les étudiants qui se trouvent sur les différents sites. Oui, alors on va peut-être commencer par ceux qui sont sur YouTube et qui suivent à distance. Et je crois qu'il y a un certain nombre de questions. Geneviève qui suit, est-ce que tu peux poser la première question? Oui, alors c'est une question qui s'adresse plutôt au commissaire européen. Est-ce que, compte tenu de ce qui a été évoqué sur la concurrence des prix mondiaux, qui perturbe la compétitivité française dite premium par M. Jallat, est-ce que des clauses miroirs qui empêchent l'importation de produits low cost et low environnemental va enfin voir le jour? Bien, donc on se tourne vers M. Bourcher. Vous n'êtes pas encore commissaire européen, mais vous avez vocation à l'être, hein, puisque vous êtes le numéro 2 de la DG Agri. Je vous en prie, M. Bourcher. Je n'ai pas d'ambition à cet égard. Merci pour cette question. Et c'est une question très, très pertinente. Sachant d'abord que l'Europe est un exportateur très performant. On a un bilan très positif de nos exportations. Je crois qu'on exporte autour de 180 milliards et on importe à titre de 140 milliards. C'est-à-dire, l'Europe joue le jeu du commerce international. Et aussi la France. Les produits français sortent du pays et enrichissent aussi d'autres parties du monde. Alors, je crois l'Europe, aussi en agriculture, pense que la stratégie, comme on l'appelle, de open
strategic autonomy pour le commerce, ça s'applique aussi à l'agriculture. Mais effectivement, sur le plan d'importation, la question se pose, est-ce qu'il est acceptable que des produits qui ne correspondent pas au mode de production, règlement de production en Europe, peuvent-ils entrer tels quels? Et je crois l'Europe a toujours défendu que, et ça c'était le débat que la France a très intensivement avancé sur le plan communautaire avec le Mirror Clause, que l'Europe doit se armer des instruments pour veiller sur les importations et le respect des standards européens. Alors, l'Europe a aussi, on va faire un rapport sur cette question, je crois, qui est dû au juin 2022. Mais l'Europe a déjà dit qu'on doit faire les règles en conformité avec les règles WTO. Maintenant, les règles du commerce international, ils permettent aussi de ne pas accepter des produits qui mettent en danger la santé publique, la santé animale des Européens et des Européens. C'est-à-dire, voilà, on peut déjà faire des choses. La deuxième question est maintenant, et c'est ça où ça nécessite le débat, c'est les standards de production qui n'ont pas nécessairement un impact sur la qualité ou sur la santé humaine et animaux. Et là, il faut effectivement voir dans quel secteur, par rapport à quel pays, l'Europe a des standards plus élevés. Et là, je voudrais revenir sur le point de M. Jala qui a fait référence à de plus en plus de standards. Je crois qu'il faut distinguer deux sortes de standards. Il y a tout d'abord les standards législatifs, soit qu'ils viennent de l'Europe, soit qu'ils viennent de législateurs français qui imposent des règles strictes aux agriculteurs. Mais il y a une différence entre ces règles-là et les règles plus demandeurs aux agriculteurs pour lesquelles l'agriculteur touche une rémunération. C'est-à-dire les services en termes d'environnement, biodiversité, climat, soit dans le premier ou deuxième pilier, ce n'est pas des dispositions législatives qui sont valables pour tout le monde, c'est valable pour ceux qui veulent mettre en pratique ces pratiques, mais qui touchent pour ceci une rémunération. Et je ne crois pas que c'est ces règles-là qui sont le standard pour les importations. Ce n'est même pas le standard pour tous les agriculteurs européens. C'est le standard pour les agriculteurs européens qui veulent toucher, à juste titre, un soutien additionnel pour les services publics qu'ils rendent. Non, maintenant on peut discuter ce que M. Jala a dit. Est-ce que cette compensation elle est suffisante? Et je suis très près de voir cette question parce que moi je suis très en faveur de l'agriculture en montagne par exemple parce que je pense que l'effort physique, investissement est très élevé pour le livestock en montagne. Et là, ça pose tout de suite aussi une question de la justice, de la fairness, de l'équité de la distribution des fonds communautaires. Et vous savez très bien qu'on essaye depuis des décennies de mettre un peu de l'ordre dans la question qui doit toucher les fonds. Et un élément clé de cette réforme, justement, est aussi qu'au moins 10% des aides directes doivent être redistribuées aux agriculteurs plus petits, c'est-à-dire, ça c'est le résultat d'un processus démocratique. Mais ce que je veux dire, mirror clause, yes, mais il faut être conscient que nous, on participe aussi au commerce international et les réactions, vous savez très bien, peuvent être très vives à l'égard des exportations, c'est-à-dire il faut être prudent, mais effectivement, il faut regarder à travers des clauses miroirs que le standard de production
qui sont législatifs imposés sur nos agriculteurs. Ça doit être aussi un élément, un critère pour veiller à ce qui vient en Europe. Merci, Monsieur Borcher. On va passer peut-être à une autre question. Alors, je crois que nous n'avons pas de questions des amphis décalés à Grignon, Rennes et Montpellier. Il y a certainement des questions dans la salle. Moi, j'aimerais passer par le micro à Jocelyn Dupré, qui est un des étudiants signataires du courrier au président de la République, courrier qui a été envoyé au mois de décembre et qui notait notamment la question de la PAC et du PSN, notamment sur l'installation des jeunes. Bonjour à tous. Donc du coup, comme je m'appelle Jocelyn Dupré, on vous a présenté un des signataires de la lettre qui a été accordée au président. Que dire sur le PSN, parce que c'est le PSN qu'on a étudié. Par rapport, si on prend déjà la structure du PSN, elle intègre la notion que voulait influer la PAC, c'est-à-dire prendre les notions environnementales, sociales et économiques. Mais si on regarde les budgets qui ont été attribués en fonction de ces différentes thématiques, on voit que très peu a évolué et beaucoup encore sont maintenus au niveau économique. Parce que même si des efforts ont été faits, notamment, et donc on a soulevé certains points comme l'installation aux jeunes agriculteurs, la difficulté pour eux d'accéder des fois au foncier, qui n'est pas pris en compte dans cette PAC-là. Le renouvellement aussi, qui est un gros problème dans l'agriculture française, avec un vieillissement de l'activité, des professionnels agricoles, et des aides GA qui sont encadrés, qui ne prennent pas tous les projets en compte, notamment sur cette thématique-là. Merci. Qui veut répondre à cette question, Jérémy? Effectivement, la lettre, je l'ai lue dans son intégralité et je peux vous dire que je souscris à la plupart des choses qui sont dites dedans, notamment déjà sur les aides à l'hectare, le paiement redistributif, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème, c'était notre position d'il y a 2 ans. Donc, sur les aides JA, donc notre position, c'était bien d'aller vers des budgets plus importants. Déjà, 4% sur les 2 piliers. Et de sortir de ce paiement JA sur le premier pilier avec ce plafond en 34 hectares et une aide à l'hectare. Donc ça, c'est acté. On aura l'aide forfaitaire à l'actif à partir du moment qu'on a un DPB déclaré. Donc ça, c'est très positif pour les projets et même les petits projets. Donc voilà, ils auront 2 ans pour faire leur demande et la toucheront pendant 5 ans. Donc ça a été effectivement dopé au niveau du budget. Donc là, on n'a pas eu 4%, on a eu environ 3,25%. Donc déjà, le compte n'y est pas tout à fait. Et quand on sait qu'effectivement, il y a 215 000 à peu près agriculteurs qui vont partir, 45% d'entre eux à la retraite d'ici 2027-2028, eh ben, on peut imaginer qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin sur le renouvellement des générations et aussi sur la transmission. Parce que là, on parle des dispositifs des JA et pour aider les jeunes, etc. Mais il faut aussi... la PAC, c'est un outil, mais il n'y a pas que la PAC. Il y a aussi tous les dispositifs qui doivent graviter autour de la PAC, d'accompagnement et notamment sur la transmission. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner sur le foncier. Le foncier, effectivement, quand on s'installe, c'est qu'on reprend la ferme d'ascendant. Souvent, il y a des gens qui vont aller démarcher les propriétaires pour récupérer les terres, pour grignoter, soit pour de la confortation ou de l'agrandissement. Et du coup, ces terres ne restent pas dans le... Donc les fermes se déstructurent et le JA ne reprend pas 100% de l'intégralité de la SAU. Et du coup, ça, c'est un gros problème. Et c'est lié vraiment à des gens qui veulent toujours aller chercher des hectares supplémentaires pour aller chercher ces aides de la PAC. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que nous, au départ, notre position initiale, c'était sortir des aides à l'hectare. Très clairement, c'était... je peux vous citer les 5 piliers qu'on avait. Hein. Et le RGA, bien entendu, vous imaginez que c'était le renouvellement des générations d'agriculteurs, c'était central pour nous. C'était donc la structuration des filières, la gestion des risques, la protection des ressources et le renouvellement des générations d'agriculteurs. Voilà, donc ça, c'était vraiment les thèmes qu'on avait sur notre position PAC initiale. Voilà.
Mais l'installation, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été régionalisé. Donc moi, je vais vous le dire aujourd'hui, je dénonce ça. Pourquoi je dénonce ça? Parce que du coup, on a des politiques disparates entre les régions, ou des régions qui ont plus d'argent, comme la mienne, Auvergne-Rhône-Alpes, qui vont mettre une DGA moyenne très haute, entre 40 et 44 000 euros. D'autres qui vont mettre beaucoup moins, d'autres qui vont favoriser une certaine forme d'agriculture, d'autres non, les nouveaux installés. Voilà. Donc, on avait quand même l'État qui était dans son esprit régalien, qui gardait cette ligne de conduite et qui permettait d'avoir cette continuité dans du traitement des dossiers, etc., sur les DGA. Donc, c'était très bien. Et puis, qui finançait à hauteur de 20%. Aujourd'hui, on va demander finalement aux régions de mettre la main à la poche de façon beaucoup plus importante avec les cofinancements qui baissent. Donc, ça, c'est aussi un problème pour certains. Merci, Jérémy. Une question qui peut peut-être entraîner la deuxième partie du débat. Oui, très bien. C'est une question de Yann Maubras. La guerre en Ukraine conduit certains acteurs de l'agriculture à demander la remise en exploitation des terres agricoles en jachère pour produire plus de blé. Où en est cette question actuellement? Très bien. Monsieur... Peut-être Aurélie? Non, si je peux me permettre, je pense que c'est déjà peut-être au directeur de la DGAgri de nous dire où en est le dossier. Oui, mais sur cette question, on sera sur cette thématique dans la deuxième partie, effectivement, sur le pacte vert, savoir s'il est économiquement acceptable, s'il doit entraîner une baisse de la production alimentaire. L'ère du temps, malheureusement, qui est celui de la guerre, nous parle plutôt d'augmenter la production, alors qu'on voudrait consommer de manière un peu différente, hein, moins de viande, plus de légumineuses, etc. Monsieur Burtschler, la sécurité alimentaire telle qu'elle est posée à travers la guerre de Vladimir Poutine suppose effectivement d'augmenter la production et de lever le pied sur un certain nombre de politiques environnementales. Merci pour cette question. J'ai pas compris la question de la collègue, mais j'ai bien compris à travers vous maintenant de quoi il s'agit. Alors, je pense que c'est une question qui occupe tout le monde en ce moment. Demain, on va adopter le Food Security, the Resilience of the Global Food System. On va avoir un débat tout à l'heure après dans le Parlement européen. Et on voit très bien que sur cette question, les positions sont très divisées entre, d'une part, les partis politiques verts et associés, et entre les partis comme les conservateurs, les socialistes et d'autres. Et je pense la réponse à cette question, elle est vraiment pas facile. Pour moi, le point de départ est que dès qu'on avait formulé les objectifs environnementaux dans le contexte Paris Agreement, déjà dans ce contexte, on parlait de la food security, qu'il faut toujours veiller à tout ce qu'on est en train de faire, qu'en même temps, il faut s'assurer de la food security. Et si vous lisez la Farm to Fork Strategy, référence est aussi faite à la food strategy. Maintenant, quels sont les faits? Les faits sont que, comme j'avais dit au début, quand on a discuté un peu avant, il semble que suite à l'agression de la Russie en Ukraine, il nous manque cette année, peut-être l'année prochaine, à peu près 25 millions de tonnes de blé. Sur le plan mondial, l'Europe est assez self-suffisant, autosuffisant, parce qu'on produit suffisamment de céréales, de produits animaux, lait, tout. On est très dépendant de protéines pour nourrir les animaux et on est très dépendant des engrais, surtout des engrais minéraux
qui dépendent beaucoup du gaz. Alors, 25 millions de tonnes qui manquent. Pas nécessairement en Europe, mais dans d'autres parties du monde que vous savez très bien, autour du bassin méditerranéen, en Égypte, dans d'autres pays. Alors, dans un simple arithmétique, on peut se quand même poser la question, et qui va fournir les 25 millions? Et là, la question se pose, mais est-ce que l'Europe a aussi une responsabilité globale? Et je crois que l'Europe a cette responsabilité globale. On a toujours, comme je dis tout à l'heure, exporté nos produits également, surtout aussi pour le blé. On a été un bilan très positif en termes de exportations. C'est-à-dire, l'Europe, jusqu'à un certain degré, peut combler les trous. Il y a des stocks sur le plan global qui peuvent être utilisés, et il y a aussi d'autres pays qui vont exporter. Mais en Europe, effectivement, et ça, c'est un peu le débat que vous allez voir demain, la question se pose quand même, est-ce que, puisque la situation est extraordinaire, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir les possibilités de planter du blé ou des protéines sur des zones qu'on appelle les zones, les ecological focus areas, les set aside, les jachères. Et éventuellement, ça c'est une réflexion qui a trouvé beaucoup de soutien hier dans le débat avec les États membres en 2022 pour effectivement pouvoir contribuer aux lacunes, combler les lacunes qui existent en termes d'approvisionnement, qu'on regarde aussi les surfaces jachères. Mais effectivement, il est clair que les collègues qui sont en faveur de la protection de l'environnement, ils voient ça pas d'un œil très favorable. Mais là, je reviens sur la question, effectivement, qu'il y a des moments dans la vie des sociétés où des choix doivent se faire, peut-être seulement temporairement très courts, parce qu'il est vrai quand même aussi maintenant, on discute la sécurité alimentaire. Très bien, mais je me rappelle très bien, au Conseil agricole il y a 2 mois, le point sur l'ordre du jour était la sécheresse en Espagne et en Portugal, qui est, je pense, quand même plutôt lié au changement climatique, et le problème ne va pas disparaître. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on utilise tous nos efforts pour faire l'agriculture résiliente au changement climatique, mais aussi résilient à la dépendance des importations. Et je pense que la nouvelle PAC, avec l'agriculture de précision, avec la possibilité d'utiliser des engrais alternatifs aux mineral fertilizers, elle offre cette possibilité de contribuer. Maintenant, je suis bien consciente qu'il y avait des études, et vous avez fait référence qu'il y a des études qui indiquent que la production en Europe va tomber si on met en œuvre tous les objectifs du pacte vert. Et comme je vous ai dit, pour l'instant, on fait la PAC révisée. Les actes juridiques pour transmettre tous les objectifs quantitatifs ne sont pas encore adoptés. Merci, M. Borcher. Je voudrais qu'on reste sur cet enjeu central qui est celui de la sécurité alimentaire. Vous avez rappelé qu'il y a un débat politique au niveau européen. Il y a un débat, il faut le dire, aussi au sein même de la Commission européenne entre, je dirais, votre commissaire et puis un autre commissaire, qui est le commissaire Timmermans, qui est en charge du pacte vert européen, puisque M. Timmermans disait récemment que ça serait une illusion de favoriser la production alimentaire en la rendant beaucoup moins durable. Et je me tourne vers Aurélie Trouvé. Comment vous vous inscrivez dans ce débat, justement, qui est devenu effectivement central à travers la guerre?
Oui, bah, moi je vais aller davantage, je dirais, dans le sens de M. Timmermans. D'abord, je rappelle que les jachères, c'est 3% de la surface agricole en France. Donc il faut quand même relativiser l'espèce de solution. Voilà. Je rappelle aussi quand même que les principaux facteurs de grignotage des surfaces agricoles, c'est l'artificialisation des terres. Donc ça amène aussi des règles beaucoup plus importantes à édicter face à cette artificialisation des terres. De même que sur l'étendue des terres vouées à la production de biocarburants. Donc il ne faudrait pas qu'au nom de la souveraineté énergétique, en fait, on attaque notre souveraineté alimentaire. Voilà. Et sans doute que la souveraineté énergétique passe par d'autres leviers qui passent par l'efficacité et la sobriété énergétique plutôt que par l'augmentation des surfaces en agrocarburants qui viendraient concurrencer les surfaces pour la production alimentaire. Ensuite, je vais justement aller dans ce sens de la sécurité alimentaire avec une production durable. En l'occurrence, je crois que votre système de production, il est très intéressant parce que quel est le problème aujourd'hui qui se pose pour les agriculteurs européens? C'est notamment la dépendance aux tourteaux de tournesol et aux protéines végétales et aux céréales pour l'alimentation animale européenne. Donc peut-être faut-il aussi justement repenser et faire évoluer la production animale en Europe pour être d'abord davantage autosuffisant sur le plan de l'autonomie, sur le plan de l'alimentation animale, produire davantage de protéines végétales en France, ce qui nécessite des aides couplées encore beaucoup plus importantes, donc pas de plafond à 12% comme on a actuellement sur les aides directes maximum pour chaque État. On a peut-être besoin de davantage d'aides couplées pour ça. On a besoin également sans doute aussi de se protéger davantage. C'est sûr qu'avec des droits de douane nuls sur le soja et globalement une libéralisation des marchés, on a du mal à protéger la production de protéines végétales en Europe. Donc voilà pour moi les enseignements qui seraient à tirer aujourd'hui de ce qui se passe. Et puis sur les engrais, on voit bien qu'il y a un problème sur les engrais. Et bien justement, votre système de production montre qu'on peut faire autrement, avec une complémentarité culture-élevage, en utilisant davantage les engrais organiques, ce qui signifie de mettre fin aussi à la spécialisation des territoires, d'un côté l'élevage, de l'autre côté les céréales. Donc là aussi, ça plaide pour une véritable transition agroécologique qui, de mon point de vue, et moins dans l'esprit des textes du règlement européen, qui est surtout nouvelles technologies, utilisation davantage de machines, etc. Bon. Et à mon avis, plutôt sur l'agroécologie telle qu'elle est pensée par ses fondateurs, c'est-à-dire complémentarité culture-élevage, des rotations beaucoup plus fines, diversifiées, etc., une gestion beaucoup plus fine des prairies comme ce que vous faites. Donc finalement, utiliser les fonctionnalités des écosystèmes plutôt que d'endetter encore davantage les exploitations en incitant finalement à cette fameuse agriculture de précision qui certes a des qualités, mais a aussi beaucoup de limites. Et je finirai là-dessus, ça reboucle avec ce que vous disiez sur la transmission des exploitations. Pour moi, la principale limite, c'est l'endettement des exploitations, le fait que les exploitations soient de moins en moins transmissibles parce qu'il y a de plus en plus de capital à reprendre. Donc, de mon point de vue, il faut prendre une autre direction qui est très peu ou quasiment pas présente dans le règlement sur la PAC, et c'est bien dommage, de même que dans le PSN et dans le plan de relance français, c'est-à-dire le fait de passer au contraire par une autonomie des exploitations vis-à-vis à la fois de l'agrofourniture, de l'aval et, je dirais, globalement des marchés internationaux. Merci Aurélie. En tout cas, on le voit bien, il n'y aura pas d'échappatoire au changement climatique. Hein. Si on veut baisser, et je pense que c'est un minimum de 5% au moins par an, nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur ce point, vous serez sûrement tous d'accord, tous les trois, il faut redonner effectivement une place centrale à l'agriculture. Jérémy, et dans cette place centrale, vous l'avez déjà évoqué, vous avez parlé des revenus des agriculteurs, mais comment finalement, sur une population, on l'a dit, vieillissante, comment on peut attirer des gens dans ce beau métier qui est le métier d'agriculteur? Comment faire? C'est une réponse qui est vraiment pas facile c'est une réponse pas facile à traiter parce que il faut à la fois communiquer sur les différents métiers de l'agriculture parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il n'y a pas que le métier d'agriculteur, il y a aussi tous les métiers qui gravitent autour de l'agriculture, donc qui ont besoin d'être renouvelés aussi. Et comment dire, aujourd'hui, ce qui peut attirer les jeunes, je pense qu'ils rentrent aussi par la passion du métier, déjà premièrement.
Mais pour qu'ils viennent vers ces métiers-là, s'ils ne gagnent pas leur vie, ils n'iront pas. Donc c'est l'attractivité. L'attractivité, c'est le prix. Donc aujourd'hui, il faut des agriculteurs qui se rémunèrent correctement. Et je crois que vous l'avez dit, aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont là pour se rémunérer et pas pour rémunérer leurs outils. Ça, il faut être très clair. Et c'est souvent ce que je dis quand je parle de certains opérateurs dans le monde agricole qui peuvent faire de la transformation. Et effectivement, les exploitations qui ne sont plus à taille humaine, qui s'agrandissent, de plus en plus de capital, alors que des fois, bon, il suffirait peut-être de se diversifier au lieu de s'agrandir. Voilà, peut-être, hein, c'est une des pistes. On ne peut pas faire ça partout parce qu'il y en a qui vont vers de la transformation à la ferme, de la vente directe, mais ils ne sont pas dans la Creuse ou dans des endroits où il n'y a personne. Il faut être tout à fait conscient de ça aussi. Ils ne sont pas comme chez moi où j'ai 500 000 habitants à 7 km à vol d'oiseau. Donc voilà, alors le problème, c'est aussi le problème des retraites agricoles. Je crois qu'il y a eu récemment des choses qui ont permis de revaloriser celles-ci. Mais aujourd'hui, l'agriculteur, il avait tendance à finalement prendre sa retraite un peu plus tard que les autres professions, peut-être à baisser sa production, et du coup à continuer à toucher des aides de la PAC. Donc il faisait de la rétention de terre pour les jeunes qui avaient besoin de s'installer aussi quelque part. Et du coup, on sait très bien qu'à la fin de sa carrière, il investit peut-être un peu moins. Les fermes investissent un peu moins. Alors je parle pour des exploitants individuels, parce que maintenant il y a de plus en plus de GAEC, donc beaucoup plus de sociétés agricoles, etc. Donc là, le problème ne se pose pas, parce que quand un associé part, on peut tout à fait remplacer un autre associé. Donc il y a ce système de société aussi qui marche très très bien. Mais voilà, le problème, il est très complexe quand même, parce qu'il est différent entre les territoires, et je pense qu'il doit vraiment être traité au regard déjà... pas que de la PAC, parce que la PAC, comme j'ai dit, c'est un outil, mais au regard de toutes les autres choses qu'on peut faire sur l'installation, mais aussi au regard de la transmission et peut-être de carottes fiscales pour les inciter. Alors je sais que ça a été fait dans certains pays d'Europe sur la programmation d'avant, notamment la Pologne, où sur le FEADER, ils incitaient finalement les exploitants à partir en donnant une espèce de rente pour qu'ils puissent transmettre à des jeunes. Voilà, donc quand je suis allé en Pologne au mois de décembre, ils nous ont présenté ça, je trouvais ça quand même pas trop mal. Donc voilà, des dispositifs qui se cumulent et qui font que on a une efficacité, on a une promotion métier, on a une attractivité, on a du prix, et on a surtout des filières qui sont structurées, qui sont rémunératrices, et on ne peut pas dire que ça soit le cas de tout aujourd'hui. On a vu à travers l'exposé là de Jérémy sur cette attractivité, on voit bien des changements de pratiques agricoles. Il faudra aussi des changements du côté des consommateurs. Oui. Consommer moins pour consommer mieux. Et si les prix aujourd'hui sont attractifs pour l'ensemble des consommateurs européens, c'est parce que finalement, les prix de l'énergie qui vont repartir en flèche, on le voit bien, on n'est pas encore sur l'embargo gaz-pétrole que l'Union européenne va peut-être décréter en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Il y a tellement de tabous qui sont tombés là en quelques jours. Mais comment fait-on? Est-ce que demain, aux jeunes consommateurs d'ailleurs qui sont là, vous allez leur dire oui, pour avoir des prix satisfaisants, vous allez sacrifier d'autres choses dans votre confort? Ce que disait tout à l'heure M. Bourcher quand il évoquait cette demande sociale. 3 remarques par rapport à ça. D'abord, il se trouve que quand on regarde sur 40-50 ans la répartition du revenu des ménages, il se trouve qu'effectivement, ce qu'on consacre à l'alimentation n'a fait que se restreindre. Oui. Et en fait, quel est le poste qui augmente le plus, très largement? C'est le logement. Voilà. Et en fait, quelque part, ce qu'on consomme en moins pour l'alimentation, on le consomme pour le logement, en fait, pour des prix qui n'ont fait qu'augmenter. Mais donc, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas réfléchir que la consommation alimentaire par la question uniquement agricole et alimentaire. Ça veut dire qu'il faut derrière une politique globale, par exemple, pour réguler les prix les prix des loyers, etc., pour pouvoir aussi avoir davantage, quelque part, de pouvoir d'achat pour l'alimentation. Ensuite, c'est aussi permettre à chacun de pouvoir se nourrir de façon suffisante et saine. Vous savez bien qu'il y a une différenciation sociale de l'alimentation, que la malnutrition, elle est très marquée socialement, en fait, hein. La surconsommation de produits transformés, de viande, de produits très sucrés, très salés, en fait, c'est très marqué socialement. C'est beaucoup les classes moyennes précaires,
enfin surtout les plus précaires, qui finalement subissent le plus la malnutrition. Et donc c'est aussi comment on permet cet achat de produits de qualité et finalement d'acheter plus cher les produits alimentaires. Et là, là aussi, il y a une question sociale. C'est aussi permettre des salaires peut-être minimum plus élevés qui permettent ensuite de pouvoir acheter ça ou des minimums sociaux plus élevés. Donc pour moi, c'est compliqué. La consommation alimentaire, c'est difficile de ne pas envisager au global. Et troisième chose, je pense que par contre, spécifiquement sur la demande alimentaire, pour moi, il y a un levier important parce qu'en plus, ça représente de plus en plus dans la consommation alimentaire, c'est la restauration collective. Pour moi, ça, j'y crois beaucoup parce que je pense que, notamment à travers les cantines, alors évidemment, il n'y a pas que les cantines pour les enfants, il y a dans les hôpitaux, les prisons, etc. Mais pour les enfants, c'est en plus un levier de formation au goût. Et on a des exemples de cantines. Moi, je pense au 5e arrondissement. Il y a une caisse des écoles exemplaire de ce point de vue-là. Je pense que c'est un levier de formation, d'éducation au goût et à l'alimentation très intéressant. Et le problème, c'est qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin que la loi Egalim et que ce qui a été décidé au niveau national. Parce que finalement, il faudrait, pour avoir un vrai effet, il faudrait quelque part arriver quasiment au 100% bio local dans toutes les cantines. Alors évidemment, ça s'accompagne en même temps d'une évolution globale de la production pour pouvoir réaliser ça. Donc ça veut dire une planification qui permette ça sur 5, sur 10 ans. Mais il me semble qu'il faut mener les deux en même temps et que la restauration collective, elle est aujourd'hui un levier qui pourrait être extrêmement intéressant, quoi. Alors, on va peut-être essayer de retrouver M. Burtscher, mais l'une des questions qu'il a posées tout à l'heure, c'était effectivement ces 25 millions donc, de tonnes de blé qui vont nous manquer. Là aussi, une question et à Jérémy et à Aurélie. Aurélie, vous êtes une spécialiste un petit peu de la financiarisation des marchés. On sait que la spéculation sur le blé, elle a commencé le jour même de l'invasion, là, finalement. Donc, sur ces 25 millions de tonnes, même si, encore une fois, du côté européen, il l'a dit tout à l'heure, on est autosuffisant, que faut-il faire, Jérémy ? Est-ce que vous avez là-dessus une... Moi, je pense que ça a été dit par monsieur le directeur. Il a aussi une responsabilité envers ces pays qui ne peuvent pas produire cette alimentation. Puis je crois qu'il y a un certain nombre de révoltes dans ces pays-là aussi qui ont été liées aussi à cause de la flambée de certains du pain ou des choses comme ça. Donc on se doit d'être responsable par rapport à ces pays-là, c'est évident, et de solidaire, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je suis pas un spécialiste géopolitique ni un économiste, mais moi, ça me paraît être du bon sens, voilà, tout simplement. Après, si vous voulez, le souci qu'on avait sur le marché du blé, c'est que on était rentré à un moment dans un modèle où on était allé chercher des marchés sur du blé de force, etc., pour alimenter ces pays-là. Et jusqu'à il y a un certain temps, on n'avait pas trop de concurrents. Mais aujourd'hui, il y a quelques années, on a commencé à en avoir beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui se passait ? On produisait ce blé de force, on l'exportait et on importait du blé tendre pour faire de la farine panifiable. Donc ça, c'est quand on regarde les données France-Agrimaire, elles sont très justes. Donc en fait, les agriculteurs allaient vers ce blé de force à haute valeur ajoutée, qui est du moins un peu mieux payé, ou des fois qu'ils avaient la possibilité d'être en HVE, etc. Et des fois, du coup, on manquait de blé tendre, du coup, on importait du blé tendre. Donc ça, c'était quand même un constat à cette époque-là qui était quand même assez... sur ce qui se passait au niveau des transferts de blé, quoi. Peut-être une réponse rapide là-dessus, et après on relance un jeu de questions-réponses. Non, sur la spéculation, surtout souvenons-nous de 2008 finalement, parce qu'on retrouve quand même, enfin je suis désolée, mais après 2008, flambée des prix alimentaires, on se dit tous, mais il faut absolument réguler les marchés dérivés sur les produits agricoles, et puis il faut absolument réguler davantage les marges des intermédiaires, parce qu'il y a deux types de spéculation sur les marchés financiers, certes, mais aussi toutes les marges que se font toutes les intermédiaires à l'échelle internationale. Voilà, sur le riz, c'était le cas en 2008. Bon, c'était pas les marchés à terme sur le riz. Et donc, pour finir là-dessus, voilà, et pour moi, les leçons, elles n'ont pas été... Donc non, simplement, donc je résume. Donc, on n'a pas pris en compte les enseignements, en tout cas suffisamment, de la crise de 2008 en termes de régulation des marchés financiers des contrats à terme, la preuve. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, il aurait fallu aussi, dès 2008, tirer un autre enseignement qui est qu'on a besoin de stocks publics.
Et aujourd'hui, on aurait des stocks publics de céréales, sans doute que la question se poserait différemment. Or, on a dérégulé la PAC à partir des années 90, on a dérégulé les marchés, on avait avant des stocks publics, on n'en a plus. Et on a fait pareil dans les pays du Sud, à coup de plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale, avec des pays maintenant qui sont extrêmement dépendants des marchés internationaux et de plus en plus dépendants parce qu'ils sont de plus en plus importateurs nets pour l'ensemble des pays pauvres. Donc voilà, pour moi, la situation, elle s'est empirée alors qu'on aurait dû tirer les enseignements de cette crise de 2008. Et quelque part, on retrouve quand même des similitudes entre ce qui s'est passé en 2008 et aujourd'hui ce qui se passe avec le conflit en Ukraine. Merci Aurélie. On va passer aux questions avec une question dans la salle. J'ai brimé un peu la salle tout à l'heure parce qu'on a privilégié l'extérieur. Alors, une question de la salle ? Merci. Alors, c'est une question, parce qu'il faut poser des questions. Donc, je suis Agro Paris Grignon 75. Oh, c'est déjà un moment. Hein. Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, honoraire à la retraite. Eh bien, la question directe, c'est est-ce que vous avez lu le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, numéro 18104, sur l'évolution de l'élevage dans le Massif central, qui a été présenté à l'Assemblée des chambres d'agriculture du Massif central, présidée par Christine Valentin en 2019. Est-ce que vous avez lu ce rapport? Voilà ma question. Si vous ne l'avez pas lu, ben, je vous le conseille. Parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses et de solutions qui sont proposées et qui revisent complètement la PAC. Complètement, il n'y a plus de piliers. Il y a plus de piliers. Oui, je peux vous en dire plus si vous voulez. Je sais pas, moi je peux. Mais comme monsieur veut me reprendre le micro. Il y a un autre programme que celui-là qui est sorti. On constate en deux mots, hein, on constate premièrement que les signes de qualité, ce n'est pas du tout la solution, qu'il y a concurrence entre les signes de qualité sur la production de la viande, du lait, sauf cas particulier, hein, je ne veux pas revenir sur le comté, ce n'est pas la solution. On dit qu'il faut absolument rémunérer l'ensemble de l'existence de l'agriculture extensive hein, par rapport à ces objectifs de biodiversité et environnementaux au sens large, d'une part, avec des crédits publics. On chiffre tout ça et on finit par augmenter les soutiens publics, mais alors distribués d'une façon beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, de 30% pour les éleveurs du Massif central, évidemment, si on veut qu'ils aient 2 SMIC par unité de travail humain. Voilà ce rapport, 18104, public, sur le site du CGAER. Vous pouvez le pomper et il n'y a aucune espèce de droit d'auteur. C'est pas les pages 18104. Bon, on va peut-être prendre une autre question. Une deuxième question. Je vous demanderai de ramasser peut-être vos questions. Oui, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste indépendant. Je reviens sur la question des 25 millions de tonnes, si j'ai bien compris ce que disait M. Burchler, à la fois sur cette campagne où je ne vois pas bien ce que l'on peut faire sur cette campagne, à part, et c'est ce qu'on va proposer, nous, on va sortir une note là-dessus au niveau de l'Académie, c'est une action de solidarité pour repérer les stocks existants. On ne connaît pas les stocks qui restent en Ukraine. Apparemment, il en reste, mais il y a un problème de logistique pour l'évacuer en exportation. Donc voilà. Mais les bateaux ne partent plus, en tout cas. Voilà, mais bon, il y a la voie terrestre qui peut en écouler. Une partie, on a eu les Ukrainiens au téléphone la semaine dernière. Il y en a qui commencent à les faire partir par là. Mais donc voilà, il y a ces 25 millions de tonnes. On peut pas. Mais pour la campagne suivante, je crois que dans les débats qu'on a là, il y a 2 échelles de temps différentes. Ce que tu dis, Aurélie. Troisième, voilà. Voilà, moi, je te rejoins assez sur ce que tu dis pour l'avenir. La troisième, oui. Voilà, mais tout de suite, 25 millions de tonnes qui manquent, on ne peut pas se dire il faut changer le monde. Les 25... Non, mais je suis d'accord. Voilà, donc les 25 millions par rapport aux emblavements de l'hiver prochain, enfin de l'automne prochain, ça ne remet pas en cause, je crois, il y a quand même on est d'accord, il y a 2 échelles de temps, 2 échelles de temps différentes. Là-dessus, je me permettais d'intervenir. Et sur la spéculation. Bon, effectivement, là, je ne sais pas à combien on est, là, il a été monté à 440. Le blé, je n'ai aucune idée du volume des échanges qu'il y a eu à ce prix-là. C'est ça. Parce qu'il faut se méfier de ces chiffres. S'il n'y a pas d'échange, ça ne veut rien dire. C'est comme ma maison, elle vaut très cher, tant que je ne la vends pas, elle ne vaut rien, quoi. Donc, voilà. Et quand on regarde le marché à terme de la prochaine moisson, il est autour de 300. En gros, c'est presque ce qu'il y avait avant la crise. Et quand on regarde, là j'ai regardé tout à l'heure avant d'intervenir, quand on regarde le marché à terme sur la récolte, sur la campagne qui démarrera à l'automne, donc sur la récolte 2023, on est à 250. Donc il n'y a pas d'anticipation
fortement à la hausse. Très bien. 50, ça laisse déjà une belle marge pour les producteurs. Une dernière question? Il y a des jeunes. Mais bon. Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Oli Trouvé. Vous avez beaucoup parlé de régulation, donc d'argent public derrière. Et la spéculation, parce que la spéculation n'est pas une mauvaise chose. En 2008, on a critiqué 2008, mais en 2008, il y a eu très peu d'émeutes de la faim. Il y a eu des émeutes du pain, mais pas de la faim. Et ensuite, le fait que les prix ont augmenté, c'est très bon pour les agriculteurs. Tous les agriculteurs des pays pauvres se sont mis à cultiver plus, parce qu'ils ont enfin gagné plus. Donc la spéculation, c'est un effet régulateur bénéfique. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si les prix montent là? Tout ce qu'on souhaite pour l'élevage va se passer, c'est-à-dire que tout va être plus cher et qu'il y aura moins d'élevage. Les éleveurs vont arrêter. Hein. Et donc, c'est une remarque importante. C'est pour dire qu'il faut pas. Bon, la question. Alors, ça c'est la question. Donc, est-ce que vous parlez pas un peu trop de régulation, donc il y a de l'argent public qui n'est pas le système actuel et que ça marchera jamais. Les Français vont jamais vouloir payer. Et la deuxième chose, c'est Monsieur. Donc, Jalin. Au fond, on se focalise sur les nouveaux agriculteurs, mais si c'est difficile d'être agriculteur, pourquoi est-ce qu'il faut s'entêter à en recruter d'autres? S'il y a baisse des agriculteurs, chacun gagnera plus. Et c'est très bon. Très bien. Donc, Aurélie, peut-être... Je me permets, mais après, je vous laisserai répondre là-dessus. Je rappelle quand même que nous sommes dans un contexte de chômage de masse à 8%. On peut se dire que l'emploi agricole, ça contribue au maintien de l'emploi de manière générale et que du coup, on est plutôt dans un système économique, contrairement aux années, jusqu'aux années 80, on pouvait se dire qu'il y avait un chômage résiduel et qu'on pouvait... Voilà, que de la destruction d'emplois agricoles, ça permettait de nourrir les secteurs des services et de l'industrie. On n'est plus vraiment dans ce contexte-là. Donc on pourrait se dire que l'emploi agricole permet de contribuer à l'objectif du plein emploi. Donc ça me semble plutôt une bonne nouvelle si on a un système agricole qui maintient l'emploi, sans compter que ça reste dans des zones quand même rurales essentielles d'avoir un tissu agricole ample, sans compter tout ce qui dépend de ces agriculteurs, etc. Deuxièmement, sur la régulation, ça coûte cher. La régulation publique, il suffit de regarder l'évolution du budget de la PAC. Le problème, c'est qu'on a... je veux dire, aujourd'hui, on a une forme de régulation, mais qui sont des aides directes, qui n'agissent pas sur les prix, sur les échanges. Moi, je parle d'un autre type de régulation, qui est une régulation des prix, des échanges, des volumes de production, qui était la PAC jusque dans les années 90, et qui ne coûte pas forcément plus cher. Simplement parce que de verser des aides directes massives pour essayer toujours de compenser des prix trop faibles, ça coûte aussi très cher. Donc c'est pas vrai que ça coûte forcément plus cher, surtout si on met des outils de régulation des volumes de production. Je rappelle quand même que grâce aux quotas laitiers, tout ce qui concernait le secteur laitier a fait qu'on a diminué énormément le budget de la PAC concernant le secteur laitier. Donc la régulation des prix, des échanges, des volumes n'est absolument pas synonyme d'augmentation du budget public. Dernière chose sur la spéculation, moi je persiste à dire que si, la flambée des prix alimentaires en 2008 a produit ce qu'on a appelé des révoltes de la faim et qu'il y a eu évidemment des tensions beaucoup plus importantes et que ça a contribué, il suffit de regarder, y compris les rapports de la FAO de cette époque-là, que ça a contribué à une recrudescence de la faim dans le monde, même si évidemment ça n'a été qu'un des facteurs, puisqu'il y a bien d'autres facteurs à la fin pour ce qui est de la faim dans le monde. Voilà. Jérémy, une réponse brève, parce qu'on va passer ensuite Bref, 21% des agriculteurs ont disparu en 10 ans. Les élèves l'ont mis dans leurs lettres et c'est le recensement agricole qui date d'il y a 3 mois qui a été présenté. Donc, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Les fermes sont de plus en plus grosses. C'est déjà le cas, quoi, je veux dire. Et c'est pas pour autant que ça marche. Parce que quand on a les fermes qui s'agrandissent, c'est quoi qu'on veut comme modèle? Le modèle brésilien. On a 4000 hectares, il y a un exploitant, et puis on a combien de salariés? 15, 20? Non, mais je suis pas sûr, quoi. Je suis provocateur exprès, hein, mais... non, mais ce que je veux dire, voilà, les fermes s'agrandissent déjà. Aujourd'hui, de garder des fermes à taille humaine, c'est le modèle français, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, le coût social, après, c'est quoi? C'est on va prendre des hectares pour faire quoi? Pour aller chercher toujours plus de mécanisation, elle l'a très bien dit. Je veux dire, les économies d'échelle, au bout d'un moment, elles ont des limites, quoi. Un mot peut-être. Une dernière question là, peut-être. Une dernière question, et je vais donner la parole à Rennes.
parce qu'on ne les a pas entendus. Ah, Il y a une question qui est intéressante. Geneviève, tu la reprends? Donc la question de Rennes, comment combler l'écart entre les attendus de Farm to Fork en termes de préconisation de régime alimentaire, moins de viande par exemple, et les incitations de la PAC? Alors je la comprends en faisant référence à la complémentarité élevage-culture préconisée par l'agroécologie dont a parlé tout à l'heure Aurélie. Oui. Je peux? Mais je pense que ça concerne les aides couplées à la viande bovine et tout ça. À mon avis. Sur les aides couplées, effectivement, ça a été très bien dit tout à l'heure. On a une enveloppe fermée avec un certain nombre de pourcentages qui sont alloués à ces aides couplées. Et donc, il y a eu un transfert entre, finalement, l'animal vers le végétal pour développer, on va dire, de façon plus importante les protéines et avec le levier de l'argent public, finalement, permettre d'en produire un peu plus. Mais ça a été dit, peut-être que c'est insuffisant. Par contre, on l'a fait, effectivement, au détriment notamment de l'élevage allaitant qui était le plus gros bénéficiaire des aides couplées animales. Avec un mode de distribution différent, non plus à la tête de vache allaitante, mais à l'UGB, avec on va dire un seuil de chargement pour respecter aussi on va dire une certaine agriculture qui est pâturante, etc. Au niveau de ces élevages, quoi. Après, j'ai pas forcément bien compris la question parce que c'était un peu. Mais les aides couplées, oui, animales, notamment l'allaitant, vont subir effectivement cette enveloppe fermée et ce transfert. Alors qu'on sait que effectivement l'élevage allaitant, notamment Monsieur a parlé du Massif central, le Grand Massif central, bon voilà, il y a beaucoup d'élevage allaitant extensif avec des grandes surfaces, c'est relativement un système vertueux. Mais du coup, il faut faire plus d'engraissement en France. Donc l'idée du ministre, effectivement, c'était de dire, pour éviter ces exportations de broutards, on favorise l'engraissement, donc on sort les moins de 16 mois et on recentre sur des gens qui vont pouvoir garder des bêtes, faire du baby, faire de l'engraissement, du taurillon, des choses comme ça, quoi, voilà. Donc du coup, c'était ça l'idée. Je ne suis pas sûr que ça suffise si effectivement l'approvisionnement local et les marchés publics restent au niveau réglementaire dans l'état qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça ne suffira pas à le valoriser en France, quoi, à mon avis. Merci Jérémy. Je crois que là, il va être temps de conclure. On va conclure avec nos trois intervenants pour clore ce débat. On revient à la question centrale de notre débat, c'est-à-dire comment, sans sacrifier finalement l'ambition environnementale, comment peut-on repositionner en quelque sorte la souveraineté alimentaire au même niveau finalement que la lutte contre le changement climatique. Je me tourne vers Monsieur Burtscher, si vous êtes toujours là. Il sera possible, et notamment demain, encore une fois, il y a cette communication importante, de garder un équilibre entre les politiques environnementales et cette sécurité alimentaire, selon vous? Ce que je pense effectivement, ce qu'on doit chercher, c'est la production et la protection de l'environnement, du climat et de la biodiversité en même temps. Effectivement, j'ai entendu personne jusqu'à maintenant dire que le verdissement va mener à une production supplémentaire. Ça, j'ai jamais entendu. Alors, la question se pose quand même à travers quels moyens on va s'assurer au moins la stabilité. Et là, il y a des choses qui sont pas faciles parce que d'abord, c'est la recherche et l'innovation. Et Madame Trouvé a déjà fait référence que les nouvelles technologies, c'est pas son chemin. Mais il y en a plein qui pensent que c'est le bon chemin. Il y a après le fait qu'on n'utilise pas suffisamment la nourriture, on l'achète. Toutes ces économies qu'on peut faire là-dessus, c'est super important. Et troisièmement, il y a le changement du comportement, le behavioral change, surtout de jeunes. Mais est-ce qu'il va venir? C'est-à-dire, il faut quand même travailler aussi sur les conditions en parallèle pour assurer qu'on a la nourriture qu'il nous faut. Sur le livestock, il n'a pas la cote en ce moment, et je le regrette.
c'est pas pour dire qu'il faut faire quelque chose. Hein. On a de livestock intensif qui a un coût très important sur l'environnement, biodiversité et tout. Mais réduire le livestock au gaz de serre et la corrélation au cancer, c'est pas juste non plus. Le livestock joue un rôle important pour la biodiversité, pour les revenus des agriculteurs, pour la beauté de nos régions. Alors, laissons le village, l'enfant dans le village. Qu'il faut revoir les relations entre la production de la nourriture et de animal feed, ça c'est un point qu'on peut bien adresser, on doit l'adresser. Mais ça ne veut pas dire que le livestock en tant que tel, c'est quelque chose qu'on voit seulement noir. Et mon dernier point, c'est sur la question, je rêve un peu, parce que Madame Trouvé parle maintenant du stock public qu'on a eu dans la bonne vieille PAC. Mais qu'est-ce qu'on a eu comme stock? On a eu le lac de lait et on a eu les montagnes de fromage. C'est ça que vous appelez c'est ça que vous appelez le stock. Non, mais franchement... Merci, Monsieur Burtscher. Merci pour cette envolée lyrique. Hein, vous avez vu. Donc finalement, derrière le fonctionnaire, il y a un homme aussi. On s'en doutait un peu. Je tiens, comme on est sur la conclusion de ce débat, pour vous remercier aussi pour la qualité de votre langue et du français. Aurélie Trouvé, votre conclusion. Sans relancer trop de polémique, comment on arrive à garder un équilibre, Aurélie, entre sécurité alimentaire et impératifs environnementaux? D'abord, je le répète, je suis désolée de le refaire, la régulation des marchés, des prix et des volumes de production est une solution. Il ne s'agit pas de retrouver tout à fait la bonne vieille PAC. Je rappelle quand même que les montagnes de poudre de lait et tout ça ont été réglées à partir du moment où on a mis en place des quotas laitiers, hein, soit dit en passant, et qu'on aurait pu trouver des outils de volume de production pour un grand nombre d'autres productions qui auraient permis effectivement de régler un certain nombre de limites. Mais la décision a été prise dans les années 90 de se diriger vers un système de dérégulation généralisée des marchés. Donc voilà. Ensuite, sur la question de la souveraineté alimentaire, est-ce qu'il faut produire absolument plus? La question, elle est surtout de produire comment? Et en l'occurrence aujourd'hui, si on parle de souveraineté alimentaire européenne, nous avons deux grands postes d'importation qui sont de plus en plus importants, pour en tout cas au moins un des deux, ce sont les fruits et légumes. Et le deuxième, c'est les protéines végétales, en ce qui concerne la France et puis plus globalement l'Europe. Donc c'est aussi mettre en place des incitations fortes, des aides couplées, avoir une protection des marchés qui permet aussi de recentrer notre production sur le marché intérieur. Alors là, vous allez me dire, ah mais c'est terrible, les pays du Sud. Les pays du Sud, depuis 40 ans qu'il y a une dérégulation des marchés et une augmentation des échanges internationaux, depuis 40 ans, leur déficit commercial agroalimentaire n'a fait qu'augmenter dans les pays pauvres. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème. Et après 2008 et la flambée des prix alimentaires, même la Banque mondiale a reconnu que la solution n'était pas de leur exporter toujours plus de céréales, etc., mais de leur permettre de développer leur propre agriculture et de se protéger pour être moins dépendants des marchés internationaux. Donc, ce qui est quand même une autre vision, à mon avis, de la souveraineté alimentaire. Je finis pour dire que oui, il y a aussi une transformation des modes de production à opérer. Je ne dis pas qu'il faut aucune nouvelle technologie, je dis simplement que ça ne peut pas être la seule solution et qu'il faut les mener de manière précautionneuse pour que justement ça n'amène pas à une dépendance encore plus importante des exploitations à leur environnement, mais aussi globalement à l'ensemble des marchés de fourniture, de données, de machines, etc. Donc là aussi, je pense que la notion d'autonomie et d'économie, elle est extrêmement importante et que le conflit en Ukraine nous le rappelle encore davantage. Jérémy, comment régler, selon vous, en quelques mots, cette tension entre sécurité alimentaire, donc augmentation aussi de la production et souci environnemental? Non, mais déjà, premièrement, je pense qu'il serait irresponsable de dire qu'on ne peut pas aller faire plus d'environnement demain quand on est agriculteur. Mais il y a toujours cette différence entre le temps sociétal et le temps agricole. Et moi, je tiens à le rappeler quand même ici, c'est que quand on fait de la grande culture, quand on fait de l'élevage, etc., on met des choses en place sur plusieurs années. Moi, quand je mets en place des prairies, je les mets en place pour 7 ans.
Voyez, quand mes collègues mettent en place des rotations, bah, ils mettent des fois en place des rotations pour 5 ans. Voilà. Donc c'est des choses qui sont longues, c'est des systèmes à trouver où il faut ramener de l'agronomie, etc. Il faut ramener de la formation aussi, voilà, ces jeunes qui s'installent et qui reprennent ces fermes. Mais tout ça pour vous dire que bah, voilà, moi je trouve que ce Green Deal, il était effectivement très ambitieux, mais qu'aujourd'hui, bah, ça va encore mettre quoi ? S'il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de verrous qui ne sont pas mis en place, ça va mettre nos agriculteurs dans une situation encore plus compliquée et on n'atteindra pas effectivement la souveraineté alimentaire. Alors après, on aurait pu dire, bah, finalement, les phytos, c'est pas 50%, c'est 20%, j'en sais rien moi. Avoir un truc un peu plus raisonnable, garder un peu plus les pieds sur terre. Parce que tous les territoires ne sont pas en capacité de mettre en place, et puis ça demande énormément de techniques, les changements de pratiques. Moi, je veux dire, aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont tout à fait conscience de ça. C'est les premiers acteurs de l'environnement pour moi, quoi. Je suis convaincu de ça. Hein. Donc, mettons en place des choses progressives, et surtout, mettons du budget quand on veut que les agriculteurs mettre en place des choses. Parce qu'aujourd'hui, le budget, il est en baisse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, il faut trouver, la PAC est un outil, elle doit participer aussi aux revenus des agriculteurs, bien entendu, à leur plan d'action pour aller vers plus d'environnement, de productivité peut-être aussi, hein, sur certains secteurs, notamment la protéine. Voilà, c'est majeur. Mais du coup, ces curseurs sont très compliqués à trouver. Et effectivement, ça s'inscrit dans une géopolitique qui est très complexe. Et je pense qu'il serait quand même irresponsable de dire qu'il faut complètement faire marche arrière. Ça, c'est évident. Mais voilà, trouver des curseurs un peu plus raisonnables et qu'on puisse faire les choses progressivement et avec de l'aide publique et une vraie politique transversale. Aussi sur le foncier, vous l'avez dit, sur le renouvellement des générations, sur un tas de choses. Et moi, ce que je dis aussi, je pense qu'il est très important, c'est les chambres d'agriculture aujourd'hui ont la mission de service public au niveau de l'installation, etc. Mais est-ce que c'est pas finalement aux chambres d'agriculture aussi, au niveau de la mission de service public, de la chambre consulaire, de dire, eh ben, on collecte de la taxe au niveau plus important de la TFNB pour dire l'agroécologie est centrale et accessible à tous, c'est-à-dire que c'est pas juste une prestation que certains agriculteurs peuvent se payer, c'est l'ensemble des agriculteurs qui peuvent avoir justement être conseillés pour avancer sur leur ferme aussi. Voilà. Bien, merci sur cette profession de foi. Merci à vous. Merci à tous nos intervenants. Merci au directeur de la DG Agriculture à Bruxelles. Merci de votre participation. Et puis, on va prolonger ce débat. On me demande d'annoncer d'ailleurs le prochain mardi et table ronde du Quai Voltaire aura lieu le 31 mai prochain. Et on va prolonger d'ailleurs la réflexion de Jérémy, puisque la thématique tournera autour des pesticides. Très belle fin de soirée à tout le monde.